Bonjour à tous, bienvenue à BIG et bienvenue à cet atelier franco-allemand de BPI-France. Ça fait quelques années qu'on se réunit régulièrement avec des chefs d'entreprise pour nourrir un axe auquel nous tenons beaucoup, qui est celui d'insuffler des coopérations et des partenariats forts entre les entreprises des deux Mittelstand, le Mittelstand français, parce qu'il y a des ETI extrêmement intéressantes en France, à capitaux familiaux, et le Mittelstand allemand, plus connu. Et on souhaite créer des ponts. Et pour ce faire, l'an passé, nous avions réuni des entreprises du Mittelstand français et du Mittelstand allemand présents en France pour évoquer leur agilité industrielle face à la crise. Et en marge de ces échanges, de manière extrêmement intéressante, nous avons fait fructifier une idée qui était que les instances de dialogue entre entreprises de la côte, DAX et CAC 40 français existaient et étaient nombreux. Mais qu'en revanche, les lieux où les entreprises de Mittelstand français et allemand pouvaient dialoguer étaient beaucoup plus rares. Et nous avons tant et si bien prospéré qu'aujourd'hui, cet atelier il est dédié au lancement du premier club Tech and Fab for Good de la santé. Et c'est une entreprise dont je souligne le caractère inédit parce qu'elle regroupe des entreprises qui sont parfois concurrentes sur le même secteur, mais qui veulent être dans l'action, pour agir au niveau des territoires, pour avoir de l'impact en termes d'emploi, en termes industriels, en France et en Europe. Et donc je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'avoir pu bénéficier pendant un an du leadership franco-allemand de deux dirigeantes, Elisabeth Ducotet, PDG de Tuan, et Christelle Garrier-Reboul, présidente de Bebron France. Donc Madame la Ministre, merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence pour porter sur les fonds baptismaux cette initiative. Le club sera ce que les chefs d'entreprise en feront en réalité, puisque BPI France est là pour susciter l'initiative, mais la feuille de route stratégique, on est aujourd'hui là pour la partager avec vous et pour vous recueillir aussi votre impulsion pour la mettre en orbite. Donc merci beaucoup et je vous laisse introduire nos échanges. Merci Madame. Un mot quand même, parce que j'ai peur d'oublier, je voulais remercier, au-delà du noyau dur de chefs d'entreprise que nous citerons tout à l'heure, l'aide que nous avons reçue aussi de Business France tout au long de cette année pour réfléchir à la manière dont on pouvait composer ce club pour qu'il soit fructueux, pour qu'il puisse contribuer au débat public. Et donc, je ne voulais absolument pas oublier de remercier Didier Boulogne du bureau de Business France en Allemagne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais être très rapide. Je vais d'abord saluer Madame la Présidente, Directrice Générale du groupe Tuan, chère Elisabeth Ducotet, Madame la Présidente de Bebron France, chère Christelle Garrier-Reboul. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que vous êtes des femmes et que vous savez que je porte un combat pour qu'il y ait plus de visages féminins dans l'industrie et donc plus de rôle modèle, et vous incarnez ça parfaitement. Et mon propos va tourner autour de quelques idées assez simples. La première idée, c'est que depuis des années, on fait le constat que le Mittelstand allemand est probablement le moteur de l'industrie allemande, et que si aujourd'hui on constate que l'industrie pèse grosso modo 23% du PIB allemand, c'est parce qu'elle peut se prévaloir de ce Mittelstand qui est patient, qui investit régulièrement dans l'industrie, dans l'appareil de production, qui peut compter aussi sur une culture industrielle qui fait que les jeunes s'orientent assez volontiers vers ce secteur. Qui a à cœur de développer l'emploi sur les territoires. Ça ne les empêche pas d'exporter, ça ne les empêche pas de faire de la croissance externe, ça ne les empêche pas de mettre des sites industriels hors d'Allemagne, mais ils sont très attachés à leur empreinte industrielle allemande et à leur écosystème allemand. Ce modèle-là, on en a besoin en France, et force est de constater qu'on a beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands. Il y a de multiples raisons. Je vois Olivier Schiller, qui est désormais notre ambassadeur ETI et qui, au sein du METI, avec toute l'équipe de METI, a milité pour que le gouvernement prenne enfin en compte la spécificité des entreprises de taille intermédiaire. Et au fond, toute la politique que nous menons depuis 4 ans d'attractivité du site France, elle est aussi pensée pour répondre à ces préoccupations des entreprises de taille intermédiaire et des PME, baisser les impôts, rendre le site France plus attractif,
assouplir un certain nombre de réglementations, faciliter la vie au fond des entrepreneurs qui n'ont pas des grosses équipes pour pouvoir adresser toute la complexité administrative et qui ne peuvent pas en permanence faire de la relation publique pour aller chercher des subventions auprès de l'État. Ça, c'est le premier propos et c'est quand même ça qui est aussi au cœur du partenariat qu'on est en train de construire avec l'Allemagne, et je veux remercier la BPI pour tout le travail qui est fait, c'est-à-dire se nourrir de ces pratiques allemandes, de ces bonnes pratiques allemandes, et aussi bénéficier de l'investissement, pourquoi pas, de ces entreprises et de ces familles du Mittelstand allemand qui savent la patience et l'importance de l'industrie. La deuxième chose, c'est que la santé est un secteur prioritaire pour le président de la République. C'est un secteur prioritaire, pas parce qu'on vient de traverser une crise sanitaire, même si l'avantage c'est que ça montre à quel point c'est important, mais c'est un secteur prioritaire depuis maintenant 4 ans, puisque c'est lui qui a relancé le comité stratégique des industries de santé. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'on est parti d'un constat très simple, c'est qu'en 20 ans, on est passé de la première place de producteurs de produits de santé en Europe à la 4e, voire la 5e place. Et c'est que notre part de marché mondiale a été divisée par 2. Notre part de marché mondiale a été divisée par 2. Et ça, c'est très fortement lié à des politiques qui ont été développées. Parce que le marché de la santé, il est quand même intrinsèquement lié à des enjeux de réglementation et à des enjeux de remboursement. Donc, sur d'autres secteurs du jeu, on peut dire c'est la mondialisation, c'est la délocalisation, etc. Sur la santé, il y a quand même une responsabilité politique qui est absolument majeure. Et vous connaissez le mot d'Einstein, il n'y a aucune raison que si on ne change pas les paramètres de l'expérience, le résultat soit différent. Donc il faut changer les paramètres de l'expérience. Et c'est ce que nous avons fait avec ce gouvernement dans 2 directions. La première direction, c'est de réinvestir le secteur de la santé, c'est-à-dire plus d'argent pour la recherche fondamentale, plus d'argent pour la R&D et pour l'innovation, un investissement assumé et massif sur la bioproduction, la santé digitale, les maladies infectieuses. C'est de l'ordre de 2 milliards d'euros qui ont été annoncés dans le plan Innovation 2030. Et la volonté aussi de soutenir les entreprises qui ont des solutions, qui veulent industrialiser, tant on sait que ce moment de l'industrialisation peut être compliqué pour une entreprise et parfois le temps passé à aller chercher les financements et à assumer le risque, eh bien vous avez un concurrent qui vous passe devant parce que lui, il a un écosystème qui assume plus de prendre ce risque de la deep tech. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est changer le cadre réglementaire. Changer le cadre réglementaire, c'est évidemment une modification, une évolution culturelle. Donc c'est pas si simple. On peut mettre dans la loi des éléments et puis le refouler revient et au fond le fait qu'on soit pas toujours dans la confiance, etc. peut peser sur les décisions. Mais on a quand même singulièrement bougé les curseurs. On les a bougés en changeant et en simplifiant l'autorisation temporaire de l'ATU pour mettre sur le marché plus rapidement des molécules innovantes. On l'a changé aussi en simplifiant un certain nombre de process, en revoyant l'accord entre le LEM et le CEPS et notamment en faisant en sorte qu'on reconnaisse quand un laboratoire fabrique en France, quand un laboratoire exporte depuis la France, quand un laboratoire innove depuis la France et que ce soit pris en compte dans le prix. Et on le voit aujourd'hui, ce sujet est essentiel parce que quand vous avez un problème d'approvisionnement, c'est quand même plus facile de faire 100 km et d'aller se fournir directement dans l'usine que d'attendre en mettant des cierges quelque part que les produits arrivent par le bateau qui lui-même est bloqué dans un port à un moment où vous avez une crise mondiale. Donc cette nécessité, elle est renforcée et on l'a vu aussi avant même la crise sanitaire, les problèmes de pénurie de médicaments. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu de qualité des soins, c'est un enjeu d'accès des patients aux innovations, c'est absolument essentiel. On a encore beaucoup à faire et on veut faire beaucoup au niveau européen. Au niveau européen, ça veut dire, s'engager dans
ce qu'on a fait sur la batterie électrique, ce qu'on vient de faire sur l'hydrogène, c'est-à-dire investir massivement sur des innovations dans un cadre d'aide d'État. Et donc on va le faire. Je prendrai la présidence du Conseil compétitivité et marché unique à partir du 1er janvier. Et une de mes ambitions, c'est de lancer cette IPCEI au PIEC, comme vous préférez, sur la santé et en reflétant nos propres priorités. La dernière chose, c'est ERA, c'est-à-dire de créer une BARDA ou l'équivalent d'une BARDA américaine. La BARDA, c'est cette agence qui a permis de développer extrêmement rapidement des vaccins. La vérité commande de dire qu'autant les Américains n'ont pas été très partageux sur les doses de vaccins et sur les composants pour fabriquer les vaccins, autant ils ont été extrêmement efficaces quand il s'agit d'accompagner la recherche, et ça a été les premiers, et c'est ceux qui ont vraiment été les plus forts. Parce qu'ils avaient cette agence capable de très vite se mobiliser, de mettre de l'argent, mais aussi d'organiser les recherches, d'avoir les mêmes sets de data, pardon de rentrer dans les détails, ce qui permettait tout de suite pouvoir analyser la pertinence des candidats vaccins et donc d'avancer très très vite. Ensuite, je pense qu'on a repris la main sur la partie fabrication, puisque comme vous le savez, c'est l'Europe qui fabrique le plus de vaccins aujourd'hui au monde. C'est plutôt coup de chapeau pour l'Europe. Mais pour revenir à ça, il faut effectivement cette agilité européenne. Tout ça pour dire que le cadre est favorable, le secteur est prioritaire, et donc on attend beaucoup de ce club PME et ETI dans la santé, parce que maintenant, on a besoin de renforcer la cross-fertilisation de l'innovation. On a besoin de faire en sorte qu'il n'y ait pas 27 marchés, mais un gros marché européen, et ça commence aussi par appréhender les différentes spécificités de chaque marché. Déjà, si vous mettez la France et l'Allemagne ensemble, ça fait plus de 170 millions de personnes. Donc c'est un beau marché. On peut commencer à jouer avec les Américains, et c'est tout ça aujourd'hui qui est à l'œuvre. Les bonnes pratiques, les accords commerciaux, les partenariats stratégiques, les partenariats capitalistiques, et une fierté commune de produire en Europe, d'inventer en Europe et de servir les besoins de santé de demain pour les citoyens européens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce discours très mobilisateur. Donc j'appelle, je vous invite à vous asseoir si vous le souhaitez, et j'appelle Elisabeth Ducotet et Christelle Garnier-Reboul. Juste un mot pour vous dire les thématiques des tables rondes que nous avons devant nous ce matin. Nous aurons une première table ronde sur quels sont les apprentissages de la crise du Covid. On est dans l'industrie, donc on est très familier des Retex et on a envie d'en partager un. Ces deux tables rondes, je précise, vont structurer la feuille de route stratégique du club. Donc c'est important qu'on les dévoile au jour où on révèle l'existence du club. Et la deuxième table ronde portera sur les stratégies partenariales que les membres du club ont envie de partager ce matin pour rester compétitifs et construire des chaînes de valeur européennes. Donc, Elisabeth Ducotet, j'ai envie de vous poser la question, pour démarrer de but en blanc. Pourquoi prendre les rênes en duo avec Christelle Garnier-Reboul de ce club franco-allemand de la santé ? J'ai envie de vous répondre tout de suite. D'abord, ça fait longtemps qu'on y pensait. Ça fait longtemps qu'on y pensait, peut-être individuellement les uns et les autres, et sans avoir eu le courage ou l'opportunité de se mettre ensemble. Mais d'après l'expérience qu'on a chez Tuan, c'est une nécessité. Quand on est leader sur un marché comme la France, il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers d'autres pays. Et le premier des pays en Europe, c'est forcément l'Allemagne. Donc l'axe franco-allemand, il est obligatoire. Et j'avoue que j'écoute avec beaucoup d'intérêt les paroles de Madame la Ministre qui nous dit qu'il s'agit de bonnes pratiques. Effectivement, nous sommes tous des praticiens. C'est-à-dire que nous sommes dans le concret de l'économie, de la microéconomie de tous les jours. Et nous sommes effectivement entre praticiens, en train de se dire que nous allons échanger des expériences de praticiens. J'ai envie de dire aussi que sur une expérience toute récente, celle que nous avons vécue pendant le Covid, sur cette expérience très récente, nous avons pu constater que les industries de santé, les entreprises de taille intermédiaire dans les industries de santé ont été particulièrement résilientes. Résiliente, c'est un mot qui est emprunté à la psychanalyse et qui est donc la capacité à rebondir après un traumatisme. Ben ça, c'est un mot qui convient parfaitement à l'économie et en particulier à nos entreprises qui ont été résilientes, c'est-à-dire qui, tout au long de la crise, et je dirais qu'elles n'ont pas attendu à la fin de la crise, mais dès le premier jour de la crise, nos entreprises de taille intermédiaire
en Allemagne comme en France, ont montré leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à rebondir et à ne pas se laisser enfoncer, à prendre immédiatement des décisions qui ont été des décisions salutaires et qui ont permis, même dans le brouillard, parce qu'on était tous dans le brouillard, mais qui ont permis d'avancer et de ne pas laisser, je dirais, de ne pas perdre notre destin que nous avons en main. Donc cette résilience, elle a été totalement commune à toutes les entreprises que nous avons croisées, en particulier celle de ce club. Et ce qu'on peut aussi se dire en regardant juste derrière sur la santé, c'est que s'il y a un domaine qui a changé incroyablement, celui qui a peut-être changé le plus, c'est celui de la santé. D'abord parce que nous avons tous fait une expérience personnelle, c'est d'avoir peur pour notre propre santé. C'est quelque chose d'assez unique. Nous avons tous eu peur et nous avons tous traité notre santé d'une certaine façon. Ceux qui ont eu la maladie, ceux qui n'en ont pas eu, ceux qui se sont protégés, etc. Donc il y a d'abord cette immergence dans un nouveau souci que nous pouvons appeler le care et qui a été le fait de tous. Et deuxièmement, on peut dire aussi que dans cet univers de la santé, tous les acteurs principaux de la santé ont changé, c'est-à-dire que le distributeur, pour nous le pharmacien, il a changé. Il était distributeur de produits et le voilà tout d'un coup testeur et vaccinateur. Il change complètement de rôle. Le médecin a changé beaucoup parce que le médecin a changé dans son exercice. On a vu une explosion du nombre de téléconsultations et donc le médecin a changé. Et puis celui qui a peut-être changé le plus, c'est le patient, parce que le patient s'est vu tout d'un coup dans un système où il fallait qu'il s'occupe de lui, il fallait qu'il s'occupe de sa maladie s'il avait une maladie autre. Et il s'est aperçu qu'il y avait peut-être d'autres moyens d'avoir accès à la santé que les moyens dont il avait l'habitude. Donc il y a eu un changement complet de notre environnement et notre écosystème de santé. Et ça, nous l'avons tous expérimenté. Donc je dirais que ça crée aussi une espèce de lien d'avoir à expérimenter dans nos entreprises des réponses nouvelles à apporter à ce nouveau patient, ce nouveau médecin et ce nouveau pharmacien ou distributeur. Après ça, ce qui nous a aussi beaucoup frappé entre nous, je dirais, c'est de se dire qu'on avait, durant cette crise, eu des rapports d'une nature très différente. Et ça, je m'adresse aussi à vous, Madame la Ministre, parce qu'on a eu des rapports avec vos services immédiats. Je me souviens des vendredis à 11h du soir, on appelait votre cabinet, ça répondait, on parlait, et à minuit, on raccrochait, et le lendemain, on se mettait au travail. Et ça a été vrai, bien sûr, avec vos services, ça a été vrai avec la DGE, qui était absolument à l'écoute de tout le monde. Ça a été vrai avec l'AFNOR, où tout d'un coup, en quelques semaines, on a créé les spécifications d'un masque qui s'est appelé le masque barrière et qui était, je dirais, une entreprise qu'on aurait peut-être mis 1 an à faire. Et tout d'un coup, en 3 semaines, on avait écrit ces spécifications. Notre seul regret, d'ailleurs, c'est que ces spécifications n'aient pas pu devenir européennes. Donc, raison de plus pour créer l'Europe. Je dirais, quand des spécifications aussi pertinentes que celles-là sont restées sur le bord de l'Europe sans y aller, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire encore. Donc on a eu vraiment une espèce de fluidité et d'intensité qui était d'une nouvelle nature. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est absolument conserver cette fluidité-là. Et puis, ce que vous avez dit, Madame la Ministre, effectivement, si on veut véritablement peser dans le poids de l'écosystème géopolitique, il n'y a pas d'autre façon que d'être une Europe unie, d'avoir une Europe dans laquelle il y a une consistance et une réalité qui soit suffisamment unique. Sinon, on risque vraiment d'être balayé dans cette grande confrontation de ceux de l'Est et de ceux de l'Ouest. Donc, il y a une véritable réalité pour créer cet axe franco-allemand qui, aujourd'hui, je dirais, est une entreprise. Nous entreprenons ce club, nous l'entreprenons, et entreprendre, ça veut dire prendre à plusieurs. C'est-à-dire que nous nous mettons à plusieurs entreprises pour prendre ce club en main, c'est-à-dire faire une entreprise pour aller plus loin et pour pouvoir aller au partage de l'expérience et aussi aux recommandations sur ce qui pourrait améliorer notre monde de la santé. Voilà ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. Je vais tout de suite... Merci Elisabeth. Pour la perspective européenne et l'envie de faire ensemble. C'est une initiative entrepreneuriale avant tout. Christelle, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous voulez donner une dimension? Ce club, on l'a baptisé Tech and Fab for Good. Et le for good, il est important. Peut-être pouvez-vous nous l'expliciter un petit peu avec vos valeurs B-Brown et nous aider à bien comprendre le sens. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement pourquoi on a voulu créer ce club et pourquoi on l'appelait Tech and Fab for Good, pas facile à dire. C'est pour insister sur la partie sociétale, la responsabilité sociétale de l'industrie et notamment de l'industrie de la santé.
Si je prends l'exemple de B. Braun, donc B. Braun est un groupe familial allemand créé en 1839, aujourd'hui qui fait quasiment 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 70 000 salariés dans le monde et qui est présent en France depuis fort longtemps, depuis 1976. Et ce groupe a aujourd'hui 5 sites industriels sur les 32 présents en Europe, donc 5 sites industriels en France, recouvre 1400 salariés sur les 2100 salariés que compte le groupe aujourd'hui. Et nous investissons, le groupe investit aujourd'hui tous les ans en moyenne entre 15 et 20 millions d'euros dans le tissu industriel. Et pourquoi c'est important? Du coup, c'est important parce que les entreprises familiales, du fait de ces investissements, du fait de l'ancrage territorial, ces entreprises familiales deviennent des acteurs, sont des acteurs majeurs au niveau des territoires, sont des acteurs majeurs dans la création et dans la durabilité d'écosystèmes territoriaux. Elles sont ancrées vraiment dans le territoire. Si je vous parle de notre usine à Nogent-le-Rotrou, nous sommes le premier employeur privé de la ville de Nogent-le-Rotrou et c'est un petit peu partout où nous sommes implantés avec une usine et c'est pareil pour tous mes collègues. Nous formons les personnes qui viennent travailler chez nous, nous créons des emplois, nous innovons, nous sommes des acteurs du long terme, voire du très long terme au fil des générations. Quand on parle de groupes familiaux allemands, quand on parle de la 5e, 6e, 7e génération, les décisions qui sont prises par les CEO de ces groupes, ce n'est pas pour le prochain trimestre, c'est pour les dizaines d'années à venir, c'est pour les prochaines générations. Aussi bien les prochaines générations de dirigeants que les prochaines générations de salariés et de patients et de professionnels de la santé. Donc c'est très important de garder ça en tête. On n'est pas du tout dans la même perspective que des sociétés qui réfléchissent plutôt au niveau du trimestre, du quarter pour prendre des décisions. Et on est capable néanmoins, malgré cet ancrage historique et malgré cette vision à long terme, de nous adapter, de surmonter des crises, on l'a vu avec la crise du Covid, de nous transformer et ce sans jamais renier notre mission première. Et c'est une mission, encore une fois, je le répète, de long terme. Et ce qui est important aussi, c'est que la santé est un des rares secteurs où les partenaires privés participent complètement d'une mission de service public qui est financée par les pouvoirs publics. On est totalement intégré dans la mission de soins. Et nous sommes aujourd'hui à un tournant de l'Europe de la santé. L'enjeu aujourd'hui, c'est de créer une Europe de la santé pour accroître bien évidemment le bien des patients, c'est notre mission première, mais c'est aussi pour garantir l'excellence et l'autonomie de notre tissu industriel et pour être capable d'intervenir rapidement grâce à des boucles courtes d'approvisionnement, ainsi que Madame la Ministre vient de le mentionner. Dans ce contexte, l'action collective, et ça c'est très allemand et il faut vraiment le diffuser en France, l'action collective est clé. Et c'est important, ce club a vocation à agir comme un think tank pour produire des retours d'expérience franco-allemands et pour en faire profiter la sphère publique. Elle doit permettre aussi, ce club doit permettre aussi de nouveaux apprentissages, donc au service du for good, vous l'avez compris, au service de nos missions sociétales. Donc avec Elisabeth, nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir compter parmi nous les membres de ce club. Donc je vais les nommer, les entreprises familiales qui sont avec nous aujourd'hui. Donc nous avons De Dietrich Process System représenté par son président Jacques Moulin. Nous avons Dräger France représenté par son président Yves Le Gouguec. Nous avons Hartmann France, représenté par son PDG Christophe Gell. Nous avons Panpharma, représenté par sa présidente Marie-Hélène Dick. Et nous avons Septodon, représenté par son PDG Olivier Schiller. Merci beaucoup pour cette première prise de vue globale sur le club et ses ambitions. Je voulais signaler aussi que le Sénat nous fait l'honneur de la présence d'une délégation de sénateurs particulièrement intéressés par la problématique territoriale de ces entreprises. Donc merci à vous d'être là, merci à son président Serge Babary de nous faire l'honneur de cette visite. Alors on va débuter la table ronde numéro 1 et pour cela j'appelle
Je vais appeler dans un instant, pardonnez-moi. Les participants de la table ronde, je vais d'abord me retourner vers vous, Elisabeth, parce que cette table ronde va se centrer sur les retours d'expérience de la crise du Covid. Qu'est-ce qu'on en tire dans les interactions des entrepreneurs avec leurs parties prenantes publiques et privées? Et comment est-ce qu'on prépare mieux l'avenir? Donc, Elisabeth, je vais vous poser une première question d'introduction en fait, des débats. Si vous voulez avoir un mot sur ce point, parce que c'est aussi un des moteurs pour lesquels le club est créé, hein, je pense. Tout à fait, effectivement, on parlait de pratique, de praticiens, de concret, et on peut parler d'expérience. Et un des premiers objectifs, et je dirais il y a déjà des réalisations, parce qu'on a déjà partagé des expériences avec le tout début de ce club, eh bien c'est effectivement de partager des expériences vécues dans la réalité du terrain. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous saisir de discours in vitro et intellectuels, nous allons rassembler de l'expérience, la partager et la coucher, et la réaliser, je dirais, et l'écrire ensemble, dans un mode qui est vraiment in vivo. Donc ça nous intéresse évidemment beaucoup qu'autour de ces tables rondes, il y ait de l'expérience qui remonte et qui vous permette de voir déjà à quel point nous avons eu du vécu au cours de cette crise, et c'est un premier pas. Et ce que nous avons vu déjà, c'est que ce premier rassemblement de nos expériences nous permettait d'avoir une oreille attentive des pouvoirs publics. Et ça nous a beaucoup touchés. Donc ça nous permet de continuer dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. Donc, sans tarder, j'invite Marie-Hélène Dick, Olivier Schiller et Yves Le Gouguec, pardonnez-moi, à prendre place. Alors, je vais continuer à vous questionner. D'abord, Olivier Schiller, vous êtes président de Septodon, leader dans la fabrication de produits anesthésiques dentaires. Quels sont les apprentissages que vous avez tirés particulièrement de la crise et que vous souhaitez partager aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Donc, notre métier, c'est de fabriquer des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés aux chirurgiens dentistes. Nous réalisons 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde et à peu près 6-7% en France. Nous sommes leader mondial sur notre spécialité. Comme nous sommes très présents en Asie, nous avons vu l'arrivée du Covid à partir de la Chine, puis se déplacer petit à petit vers l'ouest, les différents pays étant contaminés les uns après les autres. Et le Covid a atteint la France. Et à ce moment-là, il a fallu qu'on continue malgré tout nos activités de production. On a été confronté à une grande inquiétude de nos salariés qui continuaient à venir dans les usines. Et il a fallu d'abord les rassurer. Le discours gouvernemental n'était pas toujours très cohérent parce que le ministre de l'Industrie disait oui, il faut continuer à faire tourner les usines. Et puis le ministre de l'Intérieur disait il faut être fou pour sortir de chez soi en cette période de Covid. Donc il a fallu, les salariés évidemment étaient très inquiets et des travaux importants, ça a été de rassurer les salariés. Alors on a fait un comité donc local au niveau de notre site de Saint-Maur et un comité global puisqu'on a également des usines au Canada. Et donc on a pu gérer la crise d'un point de vue global et également local en tirant parti des bonnes pratiques qu'on avait par exemple développées en France pour ensuite les mettre en œuvre dans notre usine canadienne quand le virus est arrivé au niveau du Canada. Voilà, donc on a finalement réussi à continuer nos activités de production. On a également utilisé nos activités de production pour produire du gel hydroalcoolique qu'on a donné à la région Île-de-France. Et là, ça a été aussi une source de fierté pour les salariés qui, comme beaucoup d'entreprises, ont participé à cet effort de guerre. Alors, en ce qui concerne la stratégie de l'entreprise, on a coupé absolument toutes les dépenses qui n'étaient pas nécessaires. De façon à pouvoir assurer, maîtriser nos finances pendant cette année 2020. On a fait entre 30 et 40, une trentaine de millions d'euros d'économies. On a bénéficié également d'aides gouvernementales, que ce soit en France ou au Canada ou dans les autres pays. Et on a immédiatement réuni nos banquiers parce qu'on a un crédit structuré. Et nous avions explosé nos covenants bancaires et on s'est immédiatement rapproché d'eux pour leur expliquer notre situation et avec un plan qui nous permettait de montrer que nous allions revenir à la normale d'ici sur une certaine durée. Et ça, cette confiance a été quelque chose de très utile parce que nous sommes sortis, donc nous avons repris une activité à peu près normale en fin d'année 2020. Et là, on a eu la chance de pouvoir acquérir l'activité dentaire de Sanofi.
Et donc les banquiers non seulement nous ont fait confiance, nous ont accompagnés pendant cette crise, mais cette confiance nous a permis de lever des fonds supplémentaires et d'acquérir dans cette activité dentaire. Et alors ça entre bien dans le cadre du club franco-allemand, puisque aujourd'hui ces produits qui étaient fabriqués à Francfort vont être fabriqués sur notre site de Saint-Maur-des-Fossés avec une trentaine de millions d'euros d'investissement et 60 emplois qui vont être créés. Formidable. Écoutez, merci de ce partage. Est-ce que vous pouvez insister un peu sur ce qui a particulièrement bien fonctionné pour vous pendant la crise? Alors, ce qui a bien fonctionné, je prendrai peut-être un autre exemple que Septodon, puisque j'ai eu le plaisir d'assister à la remise des insignes d'officier de la Légion d'honneur à Jeanne Lemoine mardi par la ministre de l'Industrie. Et c'est une belle histoire parce que la ministre Agnès Pannier-Runacher avait indiqué au métier une liste de produits qui manquaient pour affronter cette crise sanitaire. Et parmi les produits qui manquaient, il y avait les écouvillons. Vous savez, ce qu'on vous met dans les narines pour faire les tests contre le Covid. Et parmi nos membres, il y avait donc cette société Lemoine en Normandie, qui est le dire français du coton aux tiges. Il fabrique toutes sortes de produits dans le coton aux tiges. On s'est rapproché d'elle et immédiatement, elle s'est mobilisée avec ses équipes. Et en un temps très court, elle a transformé ces cotons aux tiges en écouvillons, qui sont plus longs que des cotons aux tiges, avec une forme un petit peu différente. Elle a travaillé aussi avec les pouvoirs publics, avec la NSM, avec la DGA, pour pouvoir très rapidement qualifier ce produit. Ce qui fait qu'en quelques semaines, grâce à l'entreprise Lemoine, la France a eu tous les écouvillons dont elle avait besoin. Et ça, je pense que ça montre l'importance d'avoir un tissu industriel bien structuré. Il y a l'exemple aussi des respirateurs. Et si on avait autant d'ETI en France qu'en Allemagne, 5400 en France contre 12 000 en Allemagne, s'il y avait 12 000 ETI en France, sûrement qu'on serait beaucoup mieux armé pour faire face à des crises, pour être agile. Voilà, et donc c'est pour ça qu'avec la ministre, nous mettons en place ces stratégies Nation ETI pour pouvoir rendre plus compétitif le Made in France. Merci. J'ai encore envie de vous poser une question sur ce qui a, à votre avis, particulièrement bien fonctionné. Je relance un peu, mais je crois que vous aviez d'autres petites choses à partager en termes d'apprentissage pour l'avenir, dans le rapport à la politique de santé notamment et aux achats publics peut-être. Oui, alors si on veut effectivement, sur le secteur plus spécifique de la santé, redonner la place que la ministre mentionnait au départ, donc être parmi vraiment les leaders mondiaux du domaine de la santé. Il y a une action au niveau de la politique de l'offre. Il convient de rendre plus compétitif le Made in France. Dans le cadre du plan de relance, les taxes de production ont été baissées de 10 milliards d'euros, ce qui est très bien, mais ce n'est qu'un tiers du delta que nous avons avec les pays voisins. Delta, puisque l'écart est de 35 milliards, donc 10 milliards c'est très bien, mais il faut continuer. Les charges sociales c'est pareil, donc les réglementations c'est pareil, donc il y a tout un travail au niveau de l'offre qu'il faut continuer pour qu'il ne soit pas plus cher de produire en France que produire ailleurs en Europe. Deuxièmement, il y a une politique également importante au niveau de la demande. Il faut également au niveau de la demande qu'il y ait une vraie politique d'achat français. Il faut que quand il y a des marchés publics, notamment dans le domaine de la santé, les collectivités locales, les administrations n'achètent pas toujours le moins-disant, mais privilégient le circuit court, ce qui est possible. Les règles européennes permettent d'introduire des règles qui ne sont pas uniquement la règle du coût, mais également d'autres règles. Et s'il n'y a pas une politique de demande extrêmement efficace, en disant on va encourager le Made in France, probablement qu'on ne sera pas beaucoup mieux préparé demain pour affronter la crise qui risque d'arriver. Merci beaucoup. Je vais vous demander de passer la parole à Marie-Hélène Dick. Vous êtes présidente de Panpharma. Je vous laisse peut-être présenter l'entreprise et je vous demanderai assez rapidement de partager pour vous les changements avec nous, les changements positifs engendrés par la crise selon vous. Donc Panpharma, donc une ETI 100% familiale indépendante, on fait à peu près 150 millions de chiffre d'affaires, on est spécialisé donc dans des médicaments essentiels, injectables pour l'hôpital. 50% ce sont des antibiotiques, on est le dernier fabricant d'antibiotiques injectables en France, voilà, anesthésiques, enfin tous des produits de première nécessité. On a 600 collaborateurs et une grosse partie de nos collaborateurs sont en Allemagne. On a 3 usines, 2 en France et 1 en Allemagne. Merci beaucoup. Donc, vous avez un exemple concret à partager avec nous dans l'évolution des pratiques. Alors, ce qui a vraiment fondamentalement changé pendant cette crise et ce qui a été,
on a trouvé absolument formidable, c'est le dialogue qui s'est instauré entre nous les industriels, on l'a mentionné, et les autorités. Et non plus, je dirais, cette relation à sens unique de maître à élève. Et pourquoi c'est important le dialogue? Ça permet de mieux se comprendre, ils comprennent mieux nos contraintes pour pouvoir prendre des bonnes décisions et les co-construire ensemble. Et ça change tout. Je vais vous donner 2 exemples que l'on a vécu pendant cette crise. 2 exemples relatifs aux sédatifs. Donc vous savez qu'on a eu un besoin comme ça de sédatifs parce que les patients qui étaient en réanimation sous oxygénateur, ils restaient 3 semaines à mois et ils avaient besoin d'être endormis, donc on avait besoin de sédatifs. Donc naturellement, nous on en fabrique, on a regardé nos stocks, on a reproduit, mais à l'impossible nul n'est tenu parce qu'il y a eu une demande énorme. Et ce qui se passait, c'est que dans certains hôpitaux, il y avait du stock. Et dans d'autres, il n'y en avait pas du tout. Et normalement, ce sont les hôpitaux qui commandent, je dirais, en direct au labo. Et ce qu'a fait donc l'État, ils ont dit « Ah, c'est plus possible ». Et l'État n'a pas de vision des stocks des hôpitaux. Et a dit donc « C'est plus possible, c'est nous qui allons maintenant commander directement au labo et faire le dispatch aux hôpitaux ». Bon, c'était vraiment pas de la tartouille et on s'est dit « Comment ils vont s'improviser comme ça, je dirais, logisticiens. » Et ce qui a été génial, c'est que on s'est tous assis et donc on a les parties prenantes, les labos, les logisticiens, notre syndicat et donc les autorités. On a fait 5-6 réunions différentes, où on a co-construit, je dirais, une solution. In fine, c'est l'État qui a pris la décision. Mais on a fortement contribué. Et à la fin, on est arrivé à une situation qui marche, paf, du jour au lendemain. L'État a commandé au laboratoire, on leur passait nos stocks, et donc après, ils dispatchaient aux hôpitaux. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret. Un autre aussi, toujours sur les sédatifs, c'est qu'à un moment donné, comme je vous l'expliquais, les laboratoires nationaux ne pouvaient pas tout. Donc ils se sont dit, il faut quand même vraiment importer des sédatifs. Mais naturellement, le monde entier recherchait ces sédatifs. Bon. Et donc les autorités ont identifié un énorme fabricant en Chine. Mais plutôt que, je dirais, d'aller en direct, de prendre beaucoup de temps, ils se sont dit, on n'a pas toutes les compétences, donc il faut qu'on s'appuie. Et ils se sont appuyés donc, sur Panpharma, parce que nous, on a notre directrice du sourcing est chinois, elle parle chinois, on est rentré en contact avec le fabricant qui nous avait indiqué. On a pu tester les produits pour se dire, OK, ils sont chinois, mais je dirais, ils marchent. On les a nous-mêmes apportés, donc on a fait le nécessaire pour qu'in fine, ça soit efficace et on importe comme ça des sédatifs. Donc voilà, c'est un autre exemple de co-construction. Donc ça, c'est clair que pour moi, c'est fondamental, je dirais, de continuer. Voilà, un autre exemple aussi qui a particulièrement bien fonctionné, c'est la simplification, d'ailleurs on l'a dit, des procédures, parce qu'on le sait tous en France, on est le champion de la complexification, on surinterprète les textes européens, j'ai 40 000 exemples à donner, mais je ne vais pas les donner aujourd'hui. Voilà. Donc là on est allé vite, et un exemple, par exemple, on a dû parfois importer certains médicaments. Et souvent la France, même chose, par rapport quand on importe des médicaments européens, elle veut tout revoir, le dossier du médicament, etc. Elle complexifie beaucoup plus que les autres pays, mais là, elle a fait très vite et tant mieux. Voilà, 2 exemples concrets où on a vraiment particulièrement bien fait. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse d'entendre ça parce que vraiment, le club a cette vocation à faire perdurer ces bonnes pratiques par-delà les états de crise. On ne peut pas souhaiter qu'il y ait de nouveau une situation de stress extrême pour favoriser ce dialogue. Et je pense que c'est l'un des objets du club, donc c'est vraiment intéressant. J'accélère un tout petit peu, donc je pense qu'on va passer la parole à Yves Le Gouguec. Bonjour. Alors, je vais vous laisser présenter votre entreprise, mais je voudrais vous amener à vous aussi nous dire la façon dont
vous avez pu travailler différemment avec les institutions de santé. C'est un peu notre fil conducteur sur cette table ronde parce que c'est vraiment là-dessus qu'on veut capitaliser pour la suite, que vous voudrez capitaliser pour la suite. Donc si vous pouvez partager avec nous, ce serait formidable. Merci de m'avoir inclus dans ce club. Donc Dräger, en synthèse, c'est une société qui est l'un des leaders en matière de technologie médicale et de sécurité, avec des produits et services destinés à la prévention. Donc ça va parler à tout le monde, c'est le dépistage de l'alcool et des stupéfiants sur la route. La protection avec des équipements de protection individuelle et la préservation de la vie avec les fameux respirateurs lourds de réanimation dont on a vu et revu aux informations à la télé. Pour répondre aux besoins des établissements de santé, des services d'incendie et de secours, des autorités civiles et militaires et du secteur industriel. Et en France, on est représenté par plus de 500 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés et j'en profite pour saluer leur passion et leur engagement. Alors, avant de commencer, on peut dire que la France n'a vraiment pas à rougir de la gestion de la crise de la Covid. En tant qu'observateur national mais international du fait de notre positionnement international, la France a remarquablement managé l'équilibre périlleux du social, de l'économie et du sanitaire. Et les chiffres d'ailleurs l'attestent en termes de taux de vaccination, en termes de reprise économique et probablement en termes de décrochage moindre au niveau de l'éducation. Donc ça c'est un premier point pour situer le débat. Et en tant que société familiale allemande très francophile, ça touche beaucoup Dräger parce que ce pilier sanitaire, économique et social, ça fait partie de notre ADN. Notre leitmotiv, c'est la technologie pour la vie depuis plus de 130 ans. Et pour répondre à votre question, pour des exemples très concrets, dès mars 2020, nous avons été en contact avec les autorités sanitaires pour favoriser l'approvisionnement de respirateurs lourds de réanimation en France, métropolitaine et d'outre-mer. Et je vous garantis qu'en mars 2020, on en discute tranquillement dans un fauteuil maintenant, mais c'était très très compliqué. Et la voie diplomatique a vraiment œuvré. Et concrètement, toutes les semaines, un peu comme ce que vous disiez, nous étions en contact avec la cellule de crise sanitaire pour dispatcher les respirateurs lourds de réanimation dans les établissements de santé qui en avaient le plus besoin par rapport à la circulation virale. Donc ça, c'était très concret, c'était très opérationnel, c'était passionnant, même si c'était extrêmement tendu. Dans le même temps, le groupe Dräger a souhaité établir un site industriel de production de masques de protection respiratoire de haute technicité, tels que les fameux masques FFP2 dont on connaît tout maintenant, sans valve et avec valve. Et la démarche volontariste et pragmatique des autorités françaises a été tout à fait remarquable et le groupe Dräger a choisi la France. On parle de Choose France, on a choisi la France et on a monté en moins de 3 mois un site de production industrielle avec le soutien aussi de la région Grand Est dans un territoire d'industrie dynamique à Obernai en Alsace. Je vous conseille, c'est superbe, au pied du mont Saint-Odile. Donc voilà, c'est très concret et cette démarche, elle s'inscrit tout à fait en cohérence avec les objectifs de la France mais aussi des autorités européennes de tendre de façon pérenne, et c'est ça qui est important, c'est dans une indépendance ou plutôt une autonomie en technologie d'importance vitale telle que la santé. Et d'où ce club. Ce club a pour vocation vraiment d'aller dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Je pense notamment aux sénateurs qui nous écoutent, sont très réceptifs à ces propos. Je vais peut-être vous demander, avant de passer à la deuxième table ronde, si vous avez pour l'avenir une recommandation d'action. On a compris votre propos, mais s'il y a un dernier message sur lequel vous voulez insister pour une plus grande efficacité d'action. Le dialogue, confiance versus défiance, ça c'est le fil conducteur, mais... Oui, alors je pense qu'il y a 2 choses. Je pense qu'un retour d'expérience est nécessaire. On a tous beaucoup appris. On a appris à mieux se connaître. On a appris à mieux se faire confiance. Et je pense qu'un retour d'expérience sera le bienvenu, par exemple, pour faciliter la coordination de la communication entre les industriels fournisseurs avec l'administration de la santé en relation avec les établissements de santé. Voilà, ce climat de confiance est là, je pense que c'est le moment de le faire. Ensuite, je tiens à attirer la vigilance
parce que rien n'est acquis, sur l'importance de faire confiance à des sociétés européennes qui développent, qui sourcent la matière première en Europe et qui fabriquent en Europe. Il faut nous faire confiance. Alors il faut qu'on soit compétitif, ça c'est un fait, mais il faut aussi que les acheteurs publics ou privés achètent européens. Parce que c'est important pour pérenniser tout ça. Donc il faut qu'on change nos logiciels. Nous aussi, nous sommes donneurs d'ordre privés, donc il faut aussi qu'on ait ce réflexe, quitte à payer un prix un peu premium, mais j'y reviendrai, ça a une grande valeur en France et en Europe. D'autant plus que le Code de la commande publique nous y invite. Il y a 2 articles, il faut les retenir. Premier article, l'article L3-1, qui est tout récent, qui est issu de la loi climat. Premier article. Deuxième article, l'article L2112-4, de préférence européenne. Ces 2 articles encouragent chacune et chacun dans la commande publique à participer aux objectifs de développement durable dans leur dimension environnementale, économique et sociale. Et il faut se servir de cet outil juridique pour favoriser le Made in Europe. 2 exemples. Vous achetez 1 euro d'une société européenne qui fabrique en Europe, vous redistribuez 70% de la valeur, alors que vous ne redistribuez que 15% quand vous avez une importation extra-européenne. Quand vous créez un emploi industriel direct, vous créez au moins 3 emplois indirects associés. Et puis un peu de géographie, la distance entre Shenzhen et Paris, c'est quand même 9600 km par la route ou par le train. C'est 12 000 km, non, pas par l'avion, pardon, c'est 12 000 km par la route et c'est 20 000 km par bateau. Donc si on pense 2 secondes à l'environnement, là on a quelque chose à portée de main. Donc pour conclure, ce club, je suis ravi d'y participer. Pour moi, la raison d'être, il y en a 2. La souveraineté sanitaire et deuxièmement, et c'est ce pourquoi on se lève tous les matins, tous, c'est créer des emplois directs et indirects en France et en Europe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes applaudis, c'est bien normal, tous les 3. Merci de vos interventions. C'est une feuille de route passionnante et extrêmement motivante, je pense. J'invite Christelle Gaillet-Reboul à revenir, car on va enchaîner sur la table ronde numéro 2, qui pose la question justement par rapport à ces objectifs, des stratégies partenariales que l'on peut mettre en œuvre, que l'on peut construire dans un état d'esprit où on veut que les chaînes de valeur soient au maximum européennes. Donc je vous laisse introduire la table ronde et j'appelle à vos côtés Christophe Gell, PDG de Hartmann France, et Jacques Moulin, président de Dietrich Process Systems. Restez au centre, Christelle, pas de problème, vous serez bien encadrés. Donc, pourquoi cet objectif de créer ce club? Pourquoi cet objectif de travailler sur l'économie sociale de la santé est importante? Tout d'abord, et ça Yves l'a dit très bien tout à l'heure, parce que rien n'est acquis. Ce n'est pas facile, ça ne vient pas de soi. On l'a vu pendant la crise, il fallait tout construire, tout co-construire avec les différents acteurs du monde de la santé. Et parce que nous pensons que le collectif va primer sur l'individuel. Donc tous les 7, nous exerçons différents métiers. Nous sommes tous complémentaires de la chaîne de valeur de la santé. Mais nous sommes tous des maillons d'une même chaîne de valeur, d'un même écosystème. Et si nous voulons que cette chaîne de valeur gagne en robustesse, si nous voulons que cette chaîne de valeur gagne en empreinte européenne plus forte, cela va impliquer de cultiver des enseignements qui ont été acquis pendant cette crise. Donc évidemment, nous avions identifié avant la crise toutes les difficultés et aussi toutes les forces de notre système de santé, mais c'était de l'entre-soi. Maintenant, c'est sorti sur la place publique et c'est très important, nous avons une responsabilité et nous devons travailler ensemble pour améliorer les choses. Penser l'Europe de la santé, c'est être capable de dialoguer différemment entre nous, c'est être capable de dialoguer différemment avec les acteurs privés et publics. Je le rappelle, le vaccin Pfizer-BioNTech est sorti d'un laboratoire allemand, malheureusement avec des fonds américains. Donc cela prouve, cela démontre à la fois la force du système de santé européen, mais également sa faiblesse. Et il faut redonner confiance dans le système de santé français, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut nous faire confiance, mais il faut que nous, on vous donne envie de nous faire confiance.
Et ce club a cet objectif de démontrer ce que nous pouvons faire, les bonnes choses que nous pouvons faire, l'emploi que nous pouvons créer, l'innovation que nous pouvons générer. La prochaine grande crise, ce ne sera peut-être pas une pandémie, mais il y aura une prochaine grande crise sanitaire, on le sait. Mais se préparer ensemble à différents scénarios, c'est nous rendre plus agiles, plus efficaces, car plus solidaires. Et la confiance, qui est un maître mot, et qui est un maître mot en Allemagne et en France, que nous parviendrons à développer entre nous et avec les autorités, avec nos parties prenantes, sera un actif stratégique majeur pour garantir la souveraineté européenne en matière de santé. Merci. Merci de cette belle introduction. Je vous laisse applaudir. Jacques Moulin, c'est à vous de prendre la parole. En fait, au sein du club, vous venez compléter un peu le panorama, parce qu'il y a un paysage de fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux, et vous fabriquez des équipements pour produire les médicaments. Donc je vais vous laisser vous présenter peut-être dans un premier temps. Oui, tout à fait. Donc, la société de Dietrich est une société familiale de tradition alsacienne qui a plus de 300 ans. Donc c'est une vieille dame située dans les Vosges du Nord en Alsace, donc avec une grande tradition sociétale aussi. Donc nous fabriquons des équipements pour l'industrie chimie fine, mais surtout pharmaceutique. Donc dans nos équipements se fabriquent les API, les principes actifs, molécules, qui vont servir de produits de base pour toute l'industrie pharmaceutique. Alors nous sommes implantés à l'international, mais notre marché principal est en Europe occidentale. Donc aujourd'hui nous accompagnons le projet de relocalisation d'un certain nombre d'unités de fabrication, en Europe évidemment, qui étaient auparavant installées en Chine, en Inde, en Asie. Donc ce sont des initiatives d'ordre privé, certains fabricants, mais aussi en France en tout cas, c'est supporté par le gouvernement via le plan de relance. Alors pour nous c'est un contexte plutôt porteur, un marché croissant, mais on a finalement deux grands challenges. Le premier, c'est d'avoir à produire plus, ça c'est toujours sympathique. Mais le deuxième challenge, c'est finalement la nécessité d'équiper nos clients avec des solutions techniques qui vont leur permettre de rivaliser avec les productions chinoises, par exemple, ce qui est un enjeu intéressant et un gros challenge. Donc, s'ils ne veulent pas, évidemment, perturber leur chaîne de valeur. C'est vraiment ça l'enjeu pour nous. Alors, oui. J'ai envie de vous relancer tout de suite sur... vous voulez permettre à vos clients d'être compétitifs par rapport à ceux qui produisent en Chine, par exemple. Et à l'épreuve de la crise, est-ce que vous avez été conduit à renforcer vos liens sur votre territoire, en France, avec votre écosystème client, fournisseur? Est-ce qu'il y a un mot qu'on peut partager sur ce point? Alors on a, voilà, donc pour essayer d'accompagner redéfinir notre modèle, c'est notre enjeu. On a d'abord pensé fournir des solutions différentes. C'est ça qui est important, se différencier des productions chinoises. Plus de technologie, d'innovation, je dirais, de fiabilité, aussi plus de sécurité dans les modes opératoires, la protection de l'environnement et la protection du produit. Donc ça c'est important. Et pour ça, donc, ces solutions, on a besoin d'être plus en amont dans la chaîne de valeur. Nous sommes d'abord des fabricants, mais là on a été un peu plus ingénieurs et donc essayons de travailler. Alors le premier sujet, c'est de créer d'abord un dialogue avec nos clients et donc pour ça établir cette discussion. Et donc nous avons, à titre d'exemple, fait plus de R&D, créé un laboratoire d'essai dans une de nos usines pour notre usage évidemment, mais aussi à disposition de nos clients pour qu'ils puissent venir tester nos solutions. Alors vous avez parlé de renforcement, c'est important, c'est parce que nous n'avons pas nous-mêmes forcément l'expertise, les talents, donc il faut les adhérer, mais finalement il faut aller vite. Donc étant plutôt fabricant, nous nous sommes tournés vers le marché. Et à ce titre, en termes par exemple d'ingénierie, une de nos actions a été pour sécuriser l'accès à ces nouvelles ressources, cette expertise, de prendre un capital, en fait, une participation dans un bureau d'engineering spécialisé en pharmacie. Voilà, c'était une action forte. Donc ça, c'est une première action. Après, on doit évidemment développer notre modèle de fabrication et on a besoin évidemment d'être plus performant, chercher l'excellence. Ça, c'est la partie digitalisation, sûrement, l'industrie 4.0. Il faut évidemment être là. Mais
puisqu'on parle de l'Europe, on a pris comme objectif d'ouvrir notre chaîne de supply, notre supply chain, hein, très importante pour nos clients, la limiter à l'Europe pour sécuriser la fiabilité de la production, raccourcir les cycles d'approvisionnement, ça c'était important, et puis surtout mieux contrôler aussi l'empreinte carbone. Donc un exemple, depuis le mois de février, nous avons un partenaire allemand, hein, puisque nous sommes juste de l'autre côté du Rhin, un partenaire allemand qui participe à la fabrication des serpentins qu'on installe sur nos réacteurs. C'est un exemple je dirais, d'élargissement et surtout de fiabilisation. Donc c'est ça qu'on cherche à faire, c'est travailler avec plus de partenaires en Europe et surtout, l'Allemagne étant notre premier marché, renforcer fortement ce lien, je dirais, franco-allemand. Et ce club, évidemment, est pour nous l'occasion, même si on est un peu plus en amont que les autres, mes collègues sur le métier, mais en tout cas, on est tellement à la recherche de plus d'expertise et plus de partenariats que c'était le bon vecteur pour ça. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que le club a finalement une feuille de route très très fournie. On le voit, parce qu'il y a la brique aussi attractivité, rétention des talents, qui sera aussi au menu de vos échanges, bien sûr. J'accueille maintenant Christophe Gell, PDG de Hartmann France. Vous dirigez la filiale française de ce groupe allemand, l'un des leaders européens des produits pour les professionnels de santé et d'hygiène. Le club de santé que nous lançons aujourd'hui fait le pari que la crise de la Covid a ouvert la voie à des opportunités de partenariat. Et j'ai envie de vous entendre sur ce point, parce que dans le même temps, la concurrence asiatique s'est exacerbée. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste pour nous de vouloir jouer cette carte? J'espère que vous allez me dire oui, parce qu'évidemment, je suis un peu en difficulté pour la suite. Petit mot sur Hartmann France. On est 1000 collaborateurs en France. On a un site de production en Alsace, encore une fois près d'Aubernay. Donc si jamais vous venez voir Dräger, venez voir Hartmann en même temps. Ce sera au pied du Mont Saint-Odile aussi. C'est aussi un site sur lequel on a investi en R&D. C'est un site sur lequel on vient d'investir, le groupe Hartmann vient d'investir 25 millions d'euros pour une nouvelle unité de fabrication de pansements. Donc beaucoup de dynamisme et un ancrage territorial très fort, avec des valeurs très fortes partagées par ces entreprises qu'on appelle les entreprises du Mittelstand. Alors pourquoi évoquer aujourd'hui le mot partenariat? Vous l'avez dit en introduction, avec B. Braun on est concurrent, avec Tuan on est concurrent, presque concurrent avec Dräger ou pas encore. Et pour autant, on parle de partenariat. Donc moi, j'aime bien toujours prendre un peu de recul et regarder ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'automobile. Nos usines en Europe sont à l'arrêt, elles manquent de composants électroniques. En même temps, des fabricants asiatiques sont en train d'ouvrir des concessions pour vendre des véhicules fabriqués en Chine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre compte, parce que demain, nos concurrents ne seront certainement pas les concurrents d'aujourd'hui. Et c'est le leitmotiv d'ensemble, être plus fort, et c'est ça aujourd'hui qui nous anime et qui nous motive. Parce que la crise du Covid, ce qu'elle nous a appris, c'est qu'elle nous a appris à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est fournir aux professionnels de santé les produits pour qu'ils puissent prendre en charge les patients et les soigner. On a oublié tout le reste, hein, on a fait comme Olivier, on a oublié tout le reste, on s'est concentré sur cet objectif unique, et ça, c'est notre point commun. Et à partir du moment où on a ce point commun, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas développer de partenariat. Les gains de cette approche mutualisée, elle pourrait également être envisagée sur d'autres pans, par exemple pour sécuriser le développement industriel de certaines startups. Alors, avant même de parler des startups, on est toujours challengé sur les prix unitaires. Aujourd'hui, il est clair que dans la chaîne de valeur, notamment du soin, le prix unitaire est un des composants. Mais c'est un des composants. Il y a beaucoup d'autres leviers sur lesquels on peut agir pour optimiser cette chaîne et gagner beaucoup plus que le centime d'euro de la ligne du produit tel qu'aujourd'hui l'achat public en particulier procède. Donc ça, c'est un premier point. Donc imaginons une seconde qu'à partir du moment où on réfléchit ensemble sur le fait qu'au final on livre le même client, qu'est-ce qui se passe si le dernier kilomètre on le fait ensemble avec Tuan, avec Dräger, avec B. Braun, avec d'autres? Quel est l'impact sociétal, environnemental si on fait ce dernier kilomètre ensemble, par exemple? Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Ça, c'est un levier de valeur dans la chaîne logistique qui a beaucoup plus de valeur que le centime d'euro à 3 décimales après la virgule, par exemple. Et si on se met en amont, dans le sourcing, Yves l'a dit, aujourd'hui on voit bien qu'on a des défauts de matières premières, des transports, des containers, il faut brûler un cierge. Notre ministre nous a dit qu'il faut brûler un cierge pour savoir si le container va arriver ou pas.
Qu'est-ce qui nous empêcherait là aussi de travailler ensemble, de mutualiser nos besoins pour donner de la vision à long terme à des fournisseurs pour leur permettre de à nouveau s'implanter en Europe et d'être ces fabricants de matières dont on a besoin en Europe. Et cette vision à long terme, c'est typiquement ce qu'on a dans notre ADN, ces entreprises du Mittelstand. On investit pour les 50 ou les 100 prochaines années. Donnons et partageons cette vision avec d'autres pour sécuriser notre chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Les startups, c'est un moyen de s'ouvrir, non pas, je dirais, du bas vers le haut ou du haut vers le bas, c'est d'aller en transverse. Et là aussi, il faut se mettre dans l'esprit que les startups, elles sont beaucoup plus innovantes, en tout cas, elles innovent beaucoup plus rapidement que nous. Mais nous, on peut leur amener cette compétence qu'on a de connaissance des marchés. Et cette connaissance des marchés, elle est encore plus forte si on commence, nous, à échanger ensemble sur notre connaissance du marché. Et là, on peut vraiment amener les startups à développer des produits qui font sens pour la santé. Je pense que vous avez aussi d'autres choses à apporter sur l'industrialisation pour dire que je pense que les apports de votre vision d'industriel, ils peuvent être encore au-delà de ce que vous venez de citer, bien sûr. Ils peuvent être au-delà, et vraiment ce qui a changé avec cette crise du Covid, c'est qu'aujourd'hui on réfléchit tous beaucoup plus clients et patients ou professionnels de santé. Si on se met dans la peau d'une infirmière, elle ne va pas utiliser 4-5 applications différentes pour s'occuper d'un patient. Donc là aussi, il faut qu'on raisonne en termes de chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'on veut amener à l'infirmière et pourquoi ces startups, on ne les amènerait pas ensemble autour de ce métier pour vraiment développer de la valeur. Et là, la problématique, je dirais, du prix du produit importé d'Asie, elle est très très loin si on arrive, nous, à se tourner vers là. Écoutez, c'est presque à la hauteur d'un mot de la fin. Alors, c'est vrai que le mot de la fin, ce serait de dire que le changement de culture dont Elisabeth a parlé, c'est cette culture du silo qu'on a aujourd'hui qu'il faut casser. Il faut casser ces silos et il faut se mettre à mutualiser et à raisonner collectif. Ça, c'est vraiment ce changement de culture qu'il faut qu'on opère. Et on va rester concurrents. Ça ne nous empêche pas de générer plus de valeur pour la chaîne de soins et au final d'être plus fort face à des concurrents qui ne sont pas encore là aujourd'hui, qui souhaiteraient émerger et qu'on pourrait effectivement certainement éviter et surtout avoir un impact, encore une fois, sociétal, environnemental beaucoup plus fort pour l'Europe. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Christa Augel pour ce propos qui montre que le club se fixe vraiment le for good qu'on a voulu accoler à ce nom est vraiment très incarné dans des idées d'action concrètes. Merci beaucoup. Elisabeth Ducotet, est-ce que vous pouvez nous rejoindre pour un petit mot de la fin? Je pense qu'il vous appartient de conclure avec votre co-leader. Après, j'appellerai l'ensemble des membres du club pour qu'on se fasse un joli cliché souvenir de ce lancement. Voilà, je trouve que les débats qui sont là sont des débats qui nous appellent à une vraie réflexion très sérieuse. Je trouve que c'est pas du tout léger, c'est très grave, c'est sérieux. Et ça me fait dire que dans le fond, Allemands et Français aujourd'hui, on a une espèce de responsabilité parce qu'on tient les deux premiers marchés de cette Europe. Et si nous ne la faisons pas, personne ne la fera à notre place. Donc c'est à nous de la faire, cette Europe, et c'est à nous de la faire de façon dynamique et avec gravité, avec courage. Ça, je le crois vraiment, avec collectif, en se disant qu'il y a peut-être un moment particulier en ce moment qui est le momentum pour le réussir parce que bien sûr il reste encore deux marchés différents, il reste des réglementations qui sont différentes, il reste des langues qui sont différentes, des langues, etc. Mais il y a tout de même des éléments qui sont déjà là. Il y a un MDR, c'est-à-dire un Mutual Device Regulation, donc une règle de jeu commune au dispositif qui existe depuis le 24 mai dernier. C'est pas absolument rien, mais surtout il y a des entreprises qui sont sur le même modèle à droite et à gauche du Rhin, et qui s'appelle un Mittelstand, que ce soit le Mittelstand allemand, que ce soit le Mittelstand français. C'est un même modèle, et ce modèle, il est pertinent. Donc c'est à nous de le faire jouer. Et il y a surtout derrière une seule personne qui, elle, est unique, c'est le patient. Celui qui souffre d'un lymphédème à gauche ou à droite du Rhin, il a la même maladie. Donc nous devons le traiter de même façon et de façon cohérente les uns et les autres. Donc je pense qu'on a aujourd'hui une responsabilité vis-à-vis de l'Europe. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est responsable. C'est peut-être petit, mais d'abord si on le faisait plus grand, peut-être ça aurait moins de chance. Mais faisons-le comme nous le pouvons aujourd'hui, entre nous, avec cet esprit de responsabilité, parce que le moment est là. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je voudrais le dire. Merci beaucoup. Christelle Guerrier-Reboul, vous avez aussi un mot de conclusion. C'est dur de passer après ces mots d'Elisabeth, donc merci beaucoup.
Peut-être un petit mot pour renforcer ce que tu viens de dire, Elisabeth. L'Europe, c'est vraiment la bonne échelle. Il suffit de réfléchir. Donc, la France, c'est quoi? C'est 67 millions d'habitants. L'Allemagne, c'est quoi? C'est 82 millions d'habitants. Réfléchir, penser, rêver à un champion français ou un champion allemand n'a absolument aucun sens quand on se bat contre des sociétés américaines, 350 millions d'habitants. Quand on réfléchit, quand on veut se battre contre des sociétés chinoises, plus d'1 milliard d'habitants. Évidemment, en santé, un habitant égale un patient potentiel, hein, donc c'est la taille du marché. Donc, ensemble, plus fort, réfléchissons européens, réfléchissons for good, donc réfléchissons à notre mission et forcément cette nouvelle Europe de la santé, elle ne pourra se créer qu'avec de nouveaux liens, au travers de la création de nouveaux liens entre industriels et surtout avec nos parties prenantes. Donc on l'a dit, hein, tout autour des deux tables rondes, le lien, le dialogue avec le législateur, avec les autorités, c'est juste clé dans notre activité. On est vraiment à un tournant, on est maintenant à l'écoute. Les parties prenantes publiques sont à l'écoute et maintenant il faut aller une étape plus loin. Et ce club veut participer de cet effort. Merci. Alors je ne voulais pas qu'on passe à la photo sans avoir un mot quand même pour les deux consultants qui nous accompagnent et que je n'ai pas encore cités, c'est Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weiss qui sont des vrais spécialistes à la fois du Mittelstand, de l'industrie et particulièrement de l'Allemagne. Donc merci à eux.